Nous sommes le samedi 27 juillet 2019, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle édition d'information. L'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire a organisé une conférence débat ce samedi 27 juillet 2019 à l'école de maintien de la paix à Lioune Blondembey. L'objectif est d'apporter leur contribution à la cohésion sociale. Une cérémonie présidée par le ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. C'est un reportage de Boubacar Traoré, Fousseini Keïta. Plusieurs personnalités ont pris part à cette conférence débat organisée par l'amicale des anciens du Prytanée militaire du Mali. Le but est la recherche des solutions pour une sortie de crise de notre pays. Maintenant, par rapport à la conférence, c'est une suite logique parce que c'est une conférence que nous avons initiée depuis l'an passé. Les premiers débats se sont passés sur les questions de la culture de la paix, c'est-à-dire la place de la justice dans la consolidation de la paix, la place des relations entre les États dans la consolidation de la paix. Aujourd'hui, nous sommes là sur notre thématique, la paix et la cohésion sociale, avec deux panels. Le premier panel sur les enjeux de la stabilisation et le second panel, nous le ferons sur les questions de gouvernance et de dialogue. Bon, que tout le monde apporte sa partition dans la consolidation, dans la construction de la paix, dans le dialogue dans un premier temps, parce qu'il faut se parler, quoi qu'on dise, quelles qu'en soient les difficultés, ça va se terminer toujours autour d'une table. On a vu les plus grands conflits, les plus grandes guerres se sont résolus autour d'une table. Nous invitons à tout le monde, à toutes les couches du Mali de se parler, de désamorcer les cœurs et les esprits, et en frères de se donner la main pour tirer le pays de là. Selon les ministres de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation, cette conférence s'inscrit dans le prolongement de celle tenue en mai 2018 sur la culture de la paix. Amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali, en tant qu'association citoyenne et apolitique, d'apporter votre contribution en partenariat avec l'école de maintien de la paix à travers le centre d'analyse et de recherche de l'espace sahélo-saharien à la recherche de solutions de sortie de crise que connaît notre pays. Si la première conférence a surtout mis l'accent sur le rôle et la place de la justice dans la construction de la paix, de la culture et de la paix et l'intégration régionale, celle d'aujourd'hui tentera de faire l'état des lieux de la stabilisation et surtout d'apporter des réponses aux nombreuses questions qui se posent sur les thématiques de gouvernance et de leadership. À noter que l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire est une association apolitique. Le CONFENAT, Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania, vient d'inaugurer son tout nouveau studio audiovisuel. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte, M. Thierno Oumar Hass Diallo, au siège du CONFENAT. Compte rendu Marietou Diallo. Le CONFENAT se jette dans le champ de la communication. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, le Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania a inauguré son studio audiovisuel avec des équipements de dernière génération à l'occasion de l'anniversaire de l'accession au trône du roi Mohamed VI du Maroc. Un événement célébré en grande pompe chaque 30 juillet. Aujourd'hui, nous sommes là au CONFENAT pour inaugurer notre studio qu'on a nommé Studio Cheikh Ahmed Tijani pour les audiovisuels. Pourquoi? Vous savez, le monde change. Et le moyen de communication aujourd'hui est le meilleur moyen pour enseigner l'islam et la Tarika Tijaniya. Donc, c'est un premier pas. On le met dans un cadre. C'est le 20e anniversaire de la fête des trônes du Maroc. Parce que notre premier partenaire dans le monde islamique et Tijaniya, c'est le Maroc. Donc à cette occasion, on a voulu faire notre inauguration ce matin dans le cadre de la grande fête des trônes au Maroc.
Et c'est le ministre des Affaires religieuses et du culte qui a coupé le ruban symbolique tout en donnant la première interview au sein du studio audiovisuel dénommé Cheikh Ahmad Tidjani. La confédération de la Tidjania, Confénat, prend une lourde responsabilité, celle de s'engager dans le champ de l'information. En acceptant d'aller à un studio, vient donc dans un champ qui aujourd'hui est incontestablement le quatrième pouvoir, sinon le véritable premier pouvoir. Donc soyez porteurs de ce comportement pacifique, soyez porteurs de ce message qui prouve que la Tidjania ne vient pas en plus, mais qu'elle était là, et qu'elle se réactualise, et qu'elle était là pour un ciment social, et qu'elle revient pour ce ciment social, ce ciment de l'unité entre les frères de l'islam, ce ciment de l'unité au niveau du Mali, et donc que tant que vous êtes là, le Mali restera indivisible, et que votre studio apportera cette information, et que votre studio portera ce flambeau d'un islam qui fait la valeur et la beauté du croyant musulman. Le studio audiovisuel Cheikh Ahmad Tidjani est ouvert à tous les musulmans et permettra la réalisation d'émissions en temps réel. Le Centre d'assistance et de promotion des droits humains, CAP-DH, a organisé une conférence débat ce samedi 27 juillet dans la salle de conférence de l'AGETIC 6 à la Bibliothèque nationale à Amdalaï, ACI 2000. Un cadre d'échange entre les jeunes et les acteurs de la chaîne pénale, à savoir la justice, la police et la gendarmerie, visant à rapprocher la justice des justiciables. C'est un reportage de Alhamidou Badini, Mohamed Traoré. Initié par le Centre d'assistance et de promotion des droits humains avec l'appui financier de l'ambassade du Royaume de Danemark, cette rencontre d'échange et de partage entre les acteurs de la chaîne pénale et les jeunes vise à instaurer un climat de confiance et de bonne collaboration entre les différentes parties. Ce cadre se veut aussi et surtout de rapprocher la justice des justiciables et contribuer au respect des droits des citoyens et la consolidation d'un état de droit. Le Centre d'assistance et de promotion des droits humains est en train d'organiser ce genre de rencontres entre les acteurs de la chaîne pénale et les jeunes dans le but de créer un cadre d'échange entre ces services et les jeunes afin qu'il y ait une bonne collaboration entre les jeunes et les services de la justice. C'est dans le but de faire en sorte que les jeunes puissent réclamer leurs droits. C'est dans le but de faire en sorte que les jeunes puissent avoir confiance à la justice. C'est dans le but de faire en sorte qu'il y ait moins de violations des droits humains en République du Mali. Il s'est agi entre autres de présenter les différentes structures de la chaîne pénale, d'évoquer les difficultés rencontrées par les acteurs et de proposer des pistes de collaboration entre les jeunes et les acteurs de la chaîne pénale à travers des exposés et des séances de questions-réponses. Parmi tant d'autres, la police judiciaire occupe une place essentielle et rapprocher la justice aux justiciables. Pour cela, nous avons le devoir entre nous de comprendre les réalités et surtout que les jeunes puissent savoir que la gendarmerie a d'autres missions multiples et n'est pas comme tous les autres corps. Nous avons encore le devoir de réserve par rapport à nos missions d'enquête, et nous avons le devoir de les expliquer comment saisir la gendarmerie, comment saisir la police en cas si vous voulez porter plainte contre quelqu'un et quelles sont les démarches à suivre et quels sont les canevas de la procédure jusqu'à en arriver au niveau du parquet. Et réellement, il y a des souffrances, mais c'est eux qui doivent comprendre où sont ces souffrances, comment éviter ces souffrances pour être mis dans ses droits et dans un bref délai. Des rencontres d'échange du même genre sont prévues à l'intérieur du pays, précisément dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Direction en 4e région administrative du Mali, lancement ce jeudi 25 juillet de la campagne de reboisement de la région de Ségou dans la forêt classée de Fanzana, commune de Pelengana. Le thème national retenu pour cette 25e édition est « L'arbre est le sceau de la vie sur terre, plantons-en pour le bonheur des générations futures ». La cérémonie de lancement qui était présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou a enregistré également la présence des autorités politiques
des responsables du service technique des eaux et forêts ainsi que la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, invités à prendre part aux travaux. Suivant ce reportage signé par nos envoyés spéciaux depuis Ségou. Depuis 2013, la Direction régionale des eaux et forêts de Ségou procède à des activités de reboisement dans la forêt classée de Fanzana dans l'objectif de restaurer les zones dégradées. C'est dans ce cadre que la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, qui est un partenaire stratégique de la Direction nationale des eaux et forêts, appuie ces initiatives dans le but de lutter efficacement contre la désertification et les effets néfastes du changement climatique. La société est là aujourd'hui pour appuyer la Direction régionale des eaux et forêts de Ségou pour la campagne de reboisement 2019-2020. Vous le savez très bien que le reboisement est une action qui génère des bénéfices sur les territoires d'accueil, qui sont à la fois économiques, écologiques et sociaux. Il apparaît aussi comme un outil privilégié pour la lutte contre la pauvreté et valoriser les ressources locales. Planter les arbres, c'est contribuer à l'augmentation de l'expérience de vie des populations des zones arides et semi-arides, dont la région de Ségou fait partie. C'est en fait des pérennisations et d'exploitation durable des ressources naturelles, ensemble pour un Mali vert. Au total, 5555 pieds d'arbres ont été plantés dans la forêt de Fanzana sur une superficie de 5 hectares aménagée et clôturée par la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé. Cette année, la particularité, c'est quoi? Parce que nous avons été appuyés par une société qu'on appelle la société de gestion forestière, une société installée à Bamako, qui nous a appuyés financièrement et matériellement pour planter 5000 arbres dans cette forêt. Donc c'est ça la particularité. Donc non seulement il a financé les plans, le gardiennage, la sécurisation, c'est-à-dire que les grillages tout autour. Donc, tous les travaux ont été financés par la société de gestion financière. C'est ce qui fait la particularité de cette campagne de reboisement cette année. Le suivi sera assuré parce que le suivi a été pris en compte par la société de gestion forestière. Et mieux encore, la société a prévu de faire 2 fourrages dans la parcelle. Donc les gardiens qui ont été recrutés vont se charger de l'arrosage de ces plants en saison sèche. Le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou, qui a présidé la cérémonie de lancement, a salué le choix du thème national retenu pour cette 25e édition, avant d'ajouter que cette campagne de reboisement ouvre la voie à chaque Malien de planter un arbre. Il a par ailleurs saisi cette occasion pour encourager les efforts entrepris par la Direction régionale des eaux et forêts de Ségou et son partenaire, la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, dans la conservation de la forêt. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de la campagne de reboisement 2019. Et pour la circonstance, je suis accompagné de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la région. Il y a les 7 chefs cantonnements qui sont là, pour ne pas dire l'ensemble des forestiers, pour ensemble lancer cet événement très important pour la région de Ségou. Donc c'est pour leur montrer à la population l'importance de l'arbre. C'est ça que je disais en fin de discours, que celui qui a planté un arbre et l'entretenir n'a pas vécu inutile. Ça, c'est une importance pour tout le monde. Je crois que c'est un vieil adage que tout le monde connaît et je n'ai pas besoin vraiment de rentrer dans tous les détails. En tout cas, les uns et les autres ont compris que l'arbre est très important. Très important pour la région de Ségou et pour tout le Mali. Notons que cette vaste campagne de reboisement prévoit la production de plus de 23 millions de plants, toutes espèces confondues, sur toute l'étendue du territoire national. Elle prévoit également une sensibilisation des populations sur l'importance de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Le commentaire de cet élément était signé Moussa Famba. À présent, retour à Bamako où la plateforme Anko Mali a animé une conférence débat ce samedi 27 juillet à la pyramide du souvenir de Bamako autour du thème les enjeux du dialogue inclusif. Couplé à la signature de la déclaration relative à la sécurité du dialogue, cet événement était placé sous la houlette de Madame Si Kadiatousso, présidente de la dite plateforme. Reportage Kadiatoumbaye et Seydou Niari. Depuis la signature de l'accord politique de gouvernance le 2 mai 2019, entre le Premier ministre et les acteurs politiques, plusieurs rencontres et débats ont eu lieu sur ce sujet. La plateforme Anko Mali, composée d'organisations fêtières de la société civile et des partis politiques, n'en est pas à la marge.
C'est ce qui témoigne de la tenue de la présente cérémonie conjointe de signature de la déclaration du 28 juin 2019 relative à la sécurité du dialogue inclusif et le renouvellement du mandat des députés. Aujourd'hui, il y a eu deux événements essentiels. Le premier événement, c'est la signature de la déclaration du 28 juin. Donc toutes les associations, tous les partis politiques, toutes les personnes indépendantes qui sont d'accord avec le contenu de la déclaration sont venus pour signer la déclaration. Donc il y a eu une séance solennelle de signature de la déclaration. Ensuite, il y a eu la conférence débat qui a porté sur les enjeux du dialogue national. C'est-à-dire cette conférence nous permet de faire comprendre à nos membres quelle est la vision de la plateforme Anko Mali, première chose. Deuxième chose, comment nous voyons le format, le contenu, les participants, etc. du dialogue national. Et de manière à ce que nous voulons, c'est-à-dire un dialogue national inclusif, soit pris en compte par les autorités. La rencontre a réuni des légitimités coutumières, des autorités administratives ainsi que des présidents des partis politiques. La conférence débat sur les enjeux du dialogue national inclusif est organisée par la plateforme Anko Mali qui est en train de se mettre en place, qui a une coordination provisoire. Vous venez d'assister à un certain nombre de signatures sur la déclaration qui a été faite. Et évidemment, la conférence de débat est un premier acte de cela pour essayer d'avoir un débat ouvert sur les questions majeures, le format, le pourquoi, le comment du dialogue national inclusif. Donc aujourd'hui, il est important, comme le débat est en train de le faire, que ce dialogue national est absolument incontournable pour le redressement du Mali. C'est un tournant que nous ne devons pas rater. Nous devons redonner la parole, revenir au peuple, revenir aux citoyens maliens pour leur donner la parole, qu'ils discutent, qu'ils débattent de ce qu'ils sont devenus, de ce qu'ils veulent être. Et c'est à partir de là que nous pouvons avoir une infrastructure institutionnelle qui pourrait nous permettre d'aller de l'avant parce qu'on se reconnaît là-dedans, parce que c'est notre chose. Et que nous avons là un agenda de sortie de crise voulu par les Maliens, conduit par les Maliens et accompagné par les partenaires qui veulent nous aider à sortir de la crise. Donc les enjeux sont énormes. Aux organisateurs de rappeler la vision, le format et les questions majeures de cette rencontre, les tenants et les aboutissants de l'accord politique de gouvernance et le dialogue inclusif. Le dialogue national inclusif est un processus ascendant de la base au sommet, du local au national, qui doit être ouvert à l'ensemble des forces vives de la nation, comprenant des organisations autres que les fêtières d'associations, notamment les associations à caractère politique, les organisations professionnelles telles que les chambres de métiers, d'agriculture, de commerce, d'industrie, etc., ainsi que bien sûr la diaspora. 3. Concernant les sujets à débattre, l'un des principes cardinaux du dialogue national inclusif doit être de ne pas présumer des réformes institutionnelles et de considérer au contraire le dialogue national inclusif comme un préalable à toute réforme institutionnelle. Il appartient aux participants au dialogue national inclusif de convenir eux-mêmes, sans contrainte ni directive quelconque, des réformes institutionnelles nécessaires et de toute autre préoccupation majeure des populations. 4. Concernant les résolutions et le suivi de leur mise en œuvre, le dialogue national inclusif ne serait qu'un exercice de défoulement collectif si le sort des résolutions qui en résultent était lié à la bonne volonté du chef de l'État et de son gouvernement. Il est indispensable donc que l'ensemble des parties prenantes s'engagent à mettre en œuvre toutes les résolutions des assises du dialogue national articulées en un agenda du Mali et qui auront force contraignante pour le gouvernement. La rencontre a pris fin par la signature de la déclaration avec le comité de coordination provisoire de la plateforme. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, le 6e arrondissement, en collaboration avec la brigade anticriminalité, a procédé à l'interpellation de Drissa Koumaré et Mamoutou Traoré, qui ont assassiné le docteur Ibrahim Ongoiba, gynécologue, obstétricien et maître assistant à la faculté de médecine et d'odontostomatologie
dans la nuit du 26 juin 2019. Pour plus de précisions, écoutons le commissaire du 6e arrondissement, Tapa Ouri Diallo, au micro de Tata Touré et Baba Keïta. Oui, c'est dans la nuit du 25 au 26 juin, aux environs de 5 h du matin, le docteur Angoïba, gynécologue, a été assassiné à son domicile par des bandits. Il s'agit d'un nommé Drissa Koumaré, dit Vieba, et Mamoutou Traoré, dit Arbi. Si vous comprenez, ils sont rentrés notamment au domicile du docteur Angoïba. Ils ont trouvé que les portes du salon étaient ouvertes et le docteur Angoïba s'apprêtait d'aller à la mosquée. Donc quand il a quitté sa chambre à coucher, ils se sont rencontrés dans le salon. Ils ont tiré sur lui en emportant son pantalon et un téléphone portable. Donc quand ils ont franchi le portail, ils ont fouillé le pantalon, ils ont trouvé 50 000 francs là-dedans. Ils ont jeté le pantalon, ils sont partis. Donc à 500 mètres, ils ont braqué un jeune qui était en possession d'un ordinateur portable. Ils l'ont emporté. Et c'est dans la nuit du 20 au 21 juillet, aux environs de 5 h du matin, avons interpellé ces deux malfrats-là qui ont tué Angoïba. Il s'agit encore de Drissa Koumaré et Divieba et Mamoutou Traoré, dit Arbi. Ils sont tous chauffeurs de Soutrama. Ils ont leur véhicule, le véhicule même est arrêté. La nuit, la journée, ils sont chauffeurs de Soutrama. Ils prennent les gens, ils les amènent à leur destination. Mais pendant la nuit, ils se transforment en bandits. Et ils forment des gangs. Et si vous comprenez, ils sont impliqués dans beaucoup d'opérations. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2018, ils ont cambriolé une policière à son domicile en emportant son arme de service, 350 000 francs, et puis de l'or. Il y a un citoyen aussi qui est venu se plaindre. Ils ont fait une incursion dans son salon, mais ils ont été vus par les caméras de surveillance. L'arme à la main, c'est Arbi là qui détenait l'arme, et c'est lui-même qui a tué le docteur. Nous avons arrêté aussi d'autres qui sont en possession d'illégales d'armes à feu. Un revolver, et puis avec des machettes, si vous comprenez. Nous avons constaté ce dernier temps que l'insécurité est en train de se développer de façon exponentielle. Ça interpelle tout le monde. Maintenant, ce que moi je demande aujourd'hui, il faut une deuxième concertation communale sur l'insécurité en impliquant le parquet, le tribunal, qui sera au centre du débat. La mairie, les forces de sécurité, la gendarmerie et la police, la population, pour élaborer un plan d'action sous la responsabilité du gouverneur. Ça, c'est au niveau local, au niveau communal. Maintenant, au niveau régional, aujourd'hui, il faut élargir le débat. Bon, vous le savez, depuis 2017, jusqu'à nos jours aujourd'hui, la commune est secouée par des problèmes, secouée par une intolérance religieuse. Pratiquement, il y a beaucoup de mosquées aujourd'hui qui ont des problèmes de succession de l'imam, la mauvaise gestion de la caisse, les rivalités entre les différentes tendances sunnites, chiites. Mais à un moment, j'avais envoyé une correspondance à la mairie pour l'organisation d'une table ronde par rapport à la résolution des problèmes dans les mosquées. Ça a été fait. Au cours de cette rencontre, on avait mis une commission en place. Il y avait le parquet, madame le procureur, il y avait les commissaires, il y avait le maire. Et chaque comment dirais-je, mosquée a fait l'objet d'un débat. À Babiabou, il y avait des problèmes. C'est cette commission qui a donné des solutions.
et qu'on a appuyé les différentes associations religieuses. C'est pourquoi il y a eu l'ouverture de la mosquée de Babiabou. En ce qui concerne le problème de Nafadji, je n'ai pas été consulté pour l'ouverture. C'est la mairie qui est allée faire l'ouverture sans passer par le procureur, sans informer les commissariats de sécurité, et ça a été le désastre. Et c'est ce qui nous conduit directement à l'actualité africaine et internationale commentée par Amadou Diarra. Les musulmans de la République démocratique du Congo qui souhaitent accomplir le 5e pilier de l'islam sont privés de visa cette année à cause de l'épidémie d'Ebola qui sévit malheureusement chez eux. La communauté islamique au Congo, appelée Komiko, qui facilite chaque année l'obtention des visas aux pèlerins musulmans, a vu ses demandes de visa rejetées par les autorités saoudiennes. Les musulmans congolais seront donc les grands absents au pèlerinage de cette année à la Mecque pour éviter de prendre tout risque de contamination des millions de personnes déjà présentes sur les lieux saints de l'islam. Des manifestations pour clamer haut et fort justice suite à l'assassinat du chercheur guinéen Mamoudou Barry. En France et en Guinée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi pour rendre hommage au jeune brillant étudiant Mamoudou Barry tué lors d'une agression présumée raciste le 19 juillet dernier à Rouen. Dans la capitale guinéenne, une centaine de personnes ont manifesté dans la matinée devant l'ambassade de France pour dénoncer le racisme et demander justice. À bas le racisme, non à la violence. Justice pour Mamoudou, pouvait-on lire sur les pancartes brandies. La Tunisie a rendu ce samedi un hommage national à son président élu démocratiquement au suffrage universel Béji Caïd Essebsi. Les funérailles du président ont débuté en fin de matinée au palais présidentiel de Carthage en présence de plusieurs dirigeants internationaux dont le président français Emmanuel Macron, le chef de l'autorité palestinienne Mohamed Abbas, le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah ou encore le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboulgate. Le cortège funèbre a ensuite quitté le palais de Carthage vers le cimetière du Djelaz à environ 25 km de là où Béji Caïd Essebsi devrait être inhumé aux côtés des membres de sa famille. Cela fait quasiment 10 ans que la secte islamiste Boko Haram sème la terreur en Afrique et particulièrement au Nigeria. Implanté justement dans le nord-est du Nigeria depuis le début des années 2000, Boko Haram est à l'origine une secte radicale. Depuis 2009 donc, le groupe terroriste a fait plus de 27 000 victimes et a poussé 2,5 millions de personnes à quitter leur foyer, déstabilisant totalement le nord-est du Nigeria et des îles du lac Tchad. La France tente de calmer le jeu après les révélations sur la reprise de ses relations bilatérales avec le gouvernement du Burundi, un pays sous sanction de l'Union européenne depuis qu'il est en crise suite à la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat en 2015. Plusieurs ONG françaises et des opposants burundais accusent Paris de faire le jeu d'un régime dictatorial et de fermer les yeux sur les violations massives des droits de l'homme dans ce pays qui fait l'objet d'une enquête de la CPI pour des crimes contre l'humanité présumés. Le Quai d'Orsay dément et parle de maintenir le fil du dialogue. Et enfin, le président américain Donald Trump fait de nouveaux recours à la pression pour obtenir ce qu'il veut comme il en a l'habitude. Les États-Unis et le Guatemala viennent de signer un accord sur le droit d'asile. Face aux menaces de sanctions commerciales, le Guatemala a fini donc par signer cet accord avec Washington qui le qualifie de pays tiers sûr. Un accord selon lequel le Guatemala devra contrôler le flot de migrants qui cherchent à gagner les États-Unis. Autre victoire du président américain, la Cour suprême américaine l'a autorisé à utiliser des fonds du Pentagone pour construire son mur à la frontière avec le Mexique. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.